Comme vous le savez, les Alliés, et plus particulièrement les États-Unis, n'ont jamais eu de problème à prendre ce qui fonctionnait en Allemagne et à l'utiliser à leur avantage. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, des choses comme le MP-40 ou le concept de mitrailleuse légère avec la MG-42 en sont des exemples évidents. Aucun paradigme allemand n'a été plus efficace que les chasseurs de chars à casemate comme les Stug 3 et 4. Ceux-ci avaient une moyenne de destruction par véhicule légèrement supérieure à celle des Panzer IV tout en coûtant 30 à 40% de moins. Tous les historiens reconnaissent l'impact des chasseurs de chars à casemate durant la guerre. Cela a permis à l'Allemagne de garder des fronts stables bien qu'elle affrontait les plus grandes puissances industrielles. Les Soviétiques, presque seuls, ont vite copié ce paradigme, obtenant ainsi de nombreux blindés pour détruire les chars. Et ces véhicules remarquables pour ne pas avoir de tourelles et posséder des canons monstrueusement gigantesques? Cela soulève une question. Si les Soviétiques l'ont fait, pourquoi les Américains ou les alliés occidentaux ne l'ont-ils pas imité, notamment les chasseurs de chars sans tourelles? Un rapide aperçu visuel montre que les chasseurs de chars américains ressemblent beaucoup aux chars moyens classiques. Eh bien, aujourd'hui nous allons répondre à cette question, alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Nous avons analysé la statistique précédente sur le ratio de perte des véhicules les plus produits en Allemagne. Le Stug était aussi efficace qu'un Panzer IV malgré l'absence de tourelles et montrait même une efficacité remarquable. Sur certains terrains particuliers, par exemple les Stug 3 donnés par les Allemands aux Finlandais, qui étaient estimés à 54, ont détruit près de 300 chars soviétiques, principalement des premiers modèles de T-34. Nous parlons d'un ratio de perte de 5,47, ce qui est impressionnant. Cet exploit a été accompli grâce à des tactiques d'embuscade et de camouflage. Il est logique que l'absence de tourelle n'entraîne pas une baisse significative de l'efficacité du blindé, la tourelle n'étant finalement pas si cruciale. Lorsqu'il s'agissait de fabriquer des chasseurs de chars, un chasseur de chars sans tourelle avait un profil très bas et, en n'ayant pas de tourelle, cela signifiait qu'il y avait moins de limites. Pour monter de gros canons sur de petits châssis, il n'y avait pas d'anneau de tourelle, donc le canon était installé directement sur le châssis. Les Soviétiques ont exploité cette caractéristique au maximum. On a vu des chasseurs de chars soviétiques, même de 152 mm. Un chasseur de chars sans tourelle, plus léger, plus petit et doté d'un blindage incliné, était souvent très résistant. Il n'y avait qu'un seul inconvénient, ne pas avoir de tourelle réduisait largement l'efficacité lorsqu'on combattait en infériorité numérique. Mais de toute façon, il était rare que les chars combattent seuls. On ne pouvait pas utiliser un chasseur de chars sans tourelle comme un char normal entrant seul en ville s'il était employé pour sa fonction. Sans inconvénients évidents comme en Finlande, son efficacité avoisinait celle d'un char normal et son prix restait trop attractif pour être ignoré. Un Stug 3 coûtait 33 000 $, un Panzer 3 avec tourelle 42 000. Vous économisez 30% et obtenez un blindé avec un meilleur canon et de meilleures capacités. Ou par exemple, regardons du côté soviétique. Un KV-1 coûtait 300 000 roubles, tandis qu'un Su-152 coûtait 255 000 roubles. Cela signifie que les Soviétiques économisaient près de 15% en construisant un Su-152 plutôt qu'un KV-1. Ils obtenaient un blindé avec un canon de 152 mm capable de tout détruire, des avantages imbattables. Alors, s'il était si bon, pourquoi n'a-t-on pas vu de véhicules similaires chez les alliés occidentaux? Et le champion sur la miniature. Il s'agit d'un Stug 3 capturé lors de la bataille des Ardennes par la 74e division d'infanterie de l'armée américaine. Ses utilisateurs ont même ajouté du béton et des insignes pour éviter les tirs amis, sauf pour les Stug capturés en Angleterre et aux États-Unis. Nous avons vu des véhicules détruits par leurs propres troupes, car avant le débarquement en Normandie, les Alliés craignaient la ligne Siegfried. Des défenses de 600 km réparties parallèlement à l'opposé de la ligne Maginot qui protégeait l'accès à l'Allemagne. Pour traverser ces défenses, on développerait des blindés comme le Tortoise, un canon d'assaut de 80 tonnes conçu pour détruire des fortifications. Le concept est né en 1943, mais arrivé après la guerre, il n'a suscité aucun intérêt pour une production de masse. Les Américains ont aussi conçu le T-28 super lourd, un chasseur de chars de 86 tonnes presque imprenable. Mais son développement prendrait aussi tellement de temps qu'il ne fut tout simplement pas utilisé au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et après la guerre, il n'y avait plus vraiment d'incitation à lancer sa production, surtout avec l'apparition des chars de combat principaux plus efficaces. Même si ces véhicules ressemblent aux chasseurs de chars comme le Stug, ce n'est pas ce que nous entendons par le paradigme du chasseur de chars Stug. Utilise un châssis et un canon que tu fabriques déjà et tu obtiens un chasseur de chars. Le M7 Priest, basé sur le châssis du M3 Lee, servait à fabriquer de l'artillerie automotrice. Mais nous parlons de chars de combat, des véhicules beaucoup plus demandés qui affrontaient directement l'infanterie et les blindés. Les Américains ne l'ont pas adopté car ils n'en avaient pas besoin. Un dicton circulait chez les soldats allemands pour justifier leur retraite pendant la guerre. Chaque char allemand vaut 4 chars alliés, mais ils en ont toujours 5. Le chasseur de chars à casemate est né du besoin de réduire les coûts et d'accélérer la production de blindés. Les Soviétiques étaient en guerre depuis 1941. Leur capacité industrielle, quoique en partie supérieures à celle des Allemands, ne leur donnait pas un avantage notable. Ainsi, pour rester en lice, ils ont dû aussi produire des blindés sans tourelles afin d'en augmenter la production, un mal nécessaire. Les Britanniques et les Américains n'étaient pas en lutte directe contre l'Allemagne, du moins sur leur propre territoire, ce qui leur permettait de prendre leur temps pour produire des blindés. Dans le cas des États-Unis, leur capacité industrielle était énorme et ils n'avaient pas besoin d'optimiser la production de chars. Le M4 Sherman, produit à 50 000 exemplaires pendant la guerre, était un char un peu limité au départ mais au meilleur rapport qualité-prix. Ils auraient pu produire des chasseurs de chars sans tourelle, type Stug, sur le châssis du M4 Sherman et doubler presque le nombre de blindés. Mais les M4 Sherman étaient-ils vraiment suffisants pour la guerre? Leur nombre dépassait à peine le minimum requis pour battre les lignes défensives allemandes. Quand un M4 Sherman était endommagé, l'équipage recevait un nouveau Sherman le lendemain. Cependant, les Allemands devaient réparer leurs chars la nuit, même en plein champ de bataille, car la production était insuffisante pour remplacer les chars endommagés par des chars neufs. Les capacités industrielles supérieures ont permis aux chasseurs de chars américains d'être beaucoup plus élaborés que ceux des Allemands, très similaires à ce que nous connaîtrions quelques années plus tard sous le nom de chars MBT. Cela montre clairement que la guerre se joue aussi dans les usines et les fermes, pas seulement sur les champs de bataille. Pourquoi certains avions avaient-ils des câbles sur le fuselage pendant la Seconde Guerre mondiale? Découvre la réponse dans cette vidéo. Merci et au revoir.